Fidèles téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la tribune du mardi consacré une fois de plus à la lutte contre la pandémie de Covid-19 en Afrique. Et pour évoquer ce thème, gestion du Covid-19 en Afrique, bilan d'étape, eh bien nous avons au téléphone notamment en ligne de Libreville au Gabon, James Ola, qui est diplômé de droit de la production et de distribution de l'énergie à l'université Paris-Panthéon 1 Sorbonne en France. Il a été ancien cadre à Shell et directeur associé de ressources humaines, auteur d'une tribune sur un site d'information en ligne, Gabon News, intitulé Covid Organics, l'unité africaine, ce virus qui montre les limites de l'Occident peut aider les Africains à s'émanciper. Et puis nous aurons au Sénégal Ndeye Fatou Blandin Diop Ndiaye, qui est coordinatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal Bignou Bug. En Tunisie, Loukil Walid, directeur général adjoint du groupe Loukil qui est situé en Tunisie, bien évidemment. Et on aura peut-être en Côte d'Ivoire tout à l'heure Honora Deyedagne, qui est journaliste indépendant, si la liaison téléphonique le permet. Alors, pour ce qui est de la situation du Covid-19 en Afrique, on note que nous avons au 4 mai, selon une source du Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine, enregistré 44 873 cas de personnes testés positives au Covid-19, 1807 morts, plusieurs milliers de personnes guéries également. Nous allons commencer donc par le Gabon et ouvrir par cette tribune très optimiste de James Ola au sujet de cette pandémie de coronavirus et des avancées de la médecine traditionnelle à Madagascar qui vont peut-être, sait-on jamais, renforcer l'unité africaine. James Ola, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'abord pour le privilège que vous me faites de pouvoir intervenir sur votre antenne. Effectivement, vous avez fait allusion à un libre propos que j'ai eu et qui a été effectivement repris par Gabon News. Dans ce libre propos, en fait, j'étais en train de me poser la question de savoir si ce Covid-19, ce virus, n'était pas en fait... disons, contrairement à ce qu'on a pu dire ou on peut lire ici ou là, une opportunité pour l'Afrique de s'unir. Cette réflexion m'est venue à la suite de la visioconférence que nous avons eu l'occasion probablement tous de voir, où on a vu 9 chefs d'État qui se sont réunis, bien évidemment virtuellement, vu les circonstances, pour essayer de mettre en place une tactique, une riposte au niveau continental. Et donc, dans ce papier, je disais que, effectivement, c'était la première fois, me semble-t-il, que nos chefs d'État pouvaient se retrouver ensemble pour effectivement commencer, et je parlais de l'embryon d'une politique peut-être de la recherche, une politique de la santé africaine, et c'est un petit peu ce que j'étais en train de dire dans ce papier, expliquant aussi que nous sommes face à une situation quasi inédite où effectivement la science dite moderne n'a pas encore trouvé un consensus sur le remède à utiliser pour pouvoir goûter de la planète, parce que c'est toute la planète qui est aujourd'hui concernée, ce fameux Covid-19.
Alors, c'est une tribune, un libre propos que vous avez signé et qui a été très lu. Ndeye Fatou Blondin Diop Ndiaye, on rappelle que vous êtes coordinatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal Bignou Bug en ligne de Dakar. Le Sénégal a également manifesté un certain intérêt pour le Covid Organics de Madagascar. Comment avez-vous regardé ce que Madagascar est en train de faire, considérons-le comme tel, comme prouesse en matière de recherche dans la médecine traditionnelle africaine notamment? Très bien, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Donc, c'est effectivement, comme l'a dit mon prédécesseur, M. Ola, c'est très intéressant cette approche africaine intégrée et de chercher des solutions propres avec justement le côté traditionnel qui est à valoriser parce que c'est en concurrence avec ce qu'on appelle entre guillemets la médecine moderne qui souvent utilise bien les remèdes traditionnels tout en y apportant une certaine rigueur dans les tests, une certaine rigueur dans les conditions d'utilisation. Et c'est là où je suis interpellée en tout cas parce que pour moi à ce stade toute solution est bonne à prendre. C'est encore mieux si c'est une solution africaine. Ça peut flatter nos égos, mais nous cherchons d'abord une solution. Et c'est dans ce sens que j'aimerais qu'il y ait tout le protocole et toutes les précautions, que toutes les précautions soient prises pour que ce soit une bonne solution. Il ne suffit pas que ce soit une solution africaine seulement, ça ne réglera pas le problème. Et il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est un chef d'État qui commercialise ce produit. Ça aussi, c'est quand même inédit. Alors, est-ce que pourquoi ce ne sont pas les scientifiques, en fait, ceux qui ont mis au point cette base de ce produit? Je pense que ce n'est pas que l'artémisia, c'est un remède, donc il y a d'autres composants. Pourquoi ce n'est pas ce monde un peu, on va dire, non politique, un peu société civile, à travers ceux qui l'ont élaboré, qui viennent le défendre auprès de comités et qui viennent revendiquer sa place en tant que solution. Le fait qu'on le vende et que ce soit un président qui le vend est assez inédit et je pense qu'ici déjà au Sénégal, ils ont reçu un lot qu'ils sont en train d'étudier pour voir en dehors du paludisme est-ce que c'est encore une fois une solution éprouvée et donc parce que voilà le virus c'est pas simple, les cas asymptomatiques en début de maladie, les cas graves et tout ça, l'immunité après avoir été malade, il y a tout un tas de processus. Il faudrait savoir de quelle manière et à quel moment il faudrait administrer ce médicament. Et là-dessus, on pourra se faire une idée de la solution. Alors, Loukil Walid, vous êtes en ligne de Tunis, en Tunisie. Vous êtes directeur général adjoint du groupe Loukil. Comment en Tunisie vous êtes parvenu à juguler l'avancée de la pandémie et quelle opinion avez-vous de ce qu'il se passe actuellement à Madagascar avec notamment les réserves de l'Organisation mondiale de la santé? D'accord. Merci de m'avoir invité à cette discussion. En fait, nous, en Tunisie, vous savez, nous sommes en confinement général depuis le 20 mars et on a commencé le déconfinement partiel depuis hier. Donc là, on a repris un peu le travail hier et aujourd'hui, et à raison de 50% du personnel uniquement. La Tunisie, plutôt, elle a opté pour des tests massifs. Donc, probablement, dans les jours qui viennent, on va recevoir au moins 400 000, 500 000 tests et on va passer aux tests massifs.
Malheureusement, nous, la Tunisie, on est sur le bassin méditerranéen, donc on est plus touché que les autres pays africains. On est à plus que 1000 cas actuellement, avec une quarantaine de décès, malheureusement. Et sans compter, bien sûr, la plupart de ces cas, c'est-à-dire la plupart des contaminations qu'a eu la Tunisie, c'est des contaminations importées, en fait. C'était dû essentiellement au rapatriement de nos amis et frères tunisiens qui sont en Europe ou dans les pays de Golfe. Donc la Tunisie, c'est plutôt à opter pour tests massifs et le temps de voir plus clair avec ce déconfinement, espérant qu'il n'y aura pas de dérapage ou d'augmentation des cas durant cette semaine. C'est une semaine qui est très importante pour nous tous, les Tunisiens. On vient juste de reprendre avec un déconfinement partiel et espérant qu'il n'y aura pas, disons, augmentation de nombre de cas, des surprises. C'est très important. Oui, est-ce que les autorités sanitaires de Tunisie ont manifesté de l'intérêt pour le Covid Organics de Madagascar, qui est une solution endogène à l'Afrique? Sincèrement, moi, je n'ai pas entendu parler. Bon, j'ai lu sur ça et je suis très intéressé, au contraire, de tester même le produit en fait, en lui-même. Au contraire. Il faut qu'on soit solidaire en cette période-là, surtout entre nous, Africains. Et là, malheureusement, la Tunisie ne s'est pas intéressée à ce produit. Je n'ai pas entendu parler, sincèrement, dans les médias, ni dans les conférences de presse quotidiennes du ministre de la Santé, parler de ce produit, de cette tisane, en fait. Donc, espérons peut-être qu'il y a des discussions internes auprès du ministère ou auprès même du gouvernement avec le gouvernement de Madagascar là-dessus, qui ne veulent pas divulguer aujourd'hui les détails, mais j'imagine qu'il y a même un intéressement, que les autorités tunisiennes s'intéressent aussi à ce produit. Hein. J'en suis plus que sûr, sachant qu'en Tunisie, on a aussi l'Institut Pasteur qui est en train de travailler aussi sur des vaccins du Covid, entre autres. Il y a toute une unité de recherche qui travaille pratiquement 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur ça. Et j'imagine en contact. Mais à l'heure actuelle, aucune communication officielle du gouvernement ni du ministre de la Santé n'a été divulguée sur ce sujet. Vous l'avez souligné, la Tunisie est dans le bassin méditerranéen, donc forcément plus exposée puisque la plupart des cas sont importés. Vous avez à côté de vous le Maroc qui est également très affecté malgré l'Algérie. Voilà, l'Algérie aussi. Il y a des dispositions qui sont prises, mais qui à long terme pourraient avoir du mal à porter des fruits, vu que le confinement est quand même difficilement vécu. Oui, justement, actuellement, le gouvernement a pris des décisions depuis maintenant le commencement des vols de rapatriement, de prendre en charge ces gens-là rapatriés. Donc, pour un confinement obligatoire pendant 14 jours. Et au bout du 14 jours, ils passeront au test. Et si le test est bon, donc ils peuvent regagner, disons, leur domicile. Mais depuis le 20 ou le 19 mars jusqu'à nos jours, bien qu'aujourd'hui, du 4 jusqu'au 12 mai, il va y avoir aussi d'autres vols de rapatriement de l'étranger. Ils seront tous obligés de passer, disons, dans un confinement général, c'est-à-dire confinement obligatoire, sous la direction du ministère de la Santé, en collaboration entre autres avec le ministère du Tourisme, qui a mis pas mal d'hôtels, en collaboration avec des privés bien sûr, à la disposition du ministère de la Santé, pour accueillir ces gens-là, pour qu'ils soient sous contrôle du ministère de la Santé et le staff médical.
James Ola, on en revient à vous. Il avait été noté le pessimisme par rapport à la situation du Covid-19 en Afrique, notamment de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation des Nations unies. Finalement, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, même si le nombre de personnes infectées grimpe. Est-ce que vous comprenez ces appréhensions qu'il y a d'abord vis-à-vis de ce remède proposé par Madagascar et ensuite sur les capacités des pays africains à faire face à la flambée de cette pandémie? Oui, alors je voudrais rappeler que c'est le 14 février dernier qu'on a enregistré le premier cas en fait Covid-19 en Afrique, c'était je pense en Égypte. Et nous sommes aujourd'hui quasiment 2 mois, un peu plus de 2 mois. Et entre-temps, nous avions eu effectivement, il faut le reconnaître, une communication assez alarmante de l'Organisation mondiale de la santé qui en fait prédisait, y compris le secrétaire général des Nations unies en personne, qui prévoyait une véritable hécatombe et que le pire était à venir pour l'Afrique. Alors, plus de 2 mois après l'arrivée de ce Covid-19 sur le sol africain, effectivement, nous avons enregistré des cas de personnes contaminées. Les chiffres que vous avez donnés au début de l'émission. Nous avons également enregistré un peu moins de 2000 décès. C'est effectivement très très loin des chiffres que nous prédisaient les organisations internationales, en tête desquelles les Nations Unies et son chef. Donc je suis assez sceptique et je suis un petit peu perplexe lorsque j'entends ces organisations internationales parler de ce Covid-19 qui, il faut le reconnaître, tout à fait humblement, a pris tout le monde de court, y compris ce qu'on appelle communément les grandes puissances. Ce sont elles qui aujourd'hui sont le plus affectées, ce sont elles qui aujourd'hui comptent des milliers, des milliers et des milliers de morts. L'Afrique, Dieu merci, pour le moment, en tout cas, nous sommes affectés, mais nous ne sommes pas affectés dans les dimensions qui nous étaient prédites. Ça, c'est la première observation. Donc, je pense qu'il faut être assez prudent. Et je pense que les organisations internationales devaient être peut-être assez prudentes dorénavant en ce qui concerne l'Afrique sur ce point-là, d'autant plus qu'aucun continent n'est épargné et aucun continent, jusqu'aujourd'hui, n'a vraiment fait face à ce Covid-19 de façon définitive et efficace. Des milliers de morts aux États-Unis, des milliers de morts en Chine, des milliers de morts en Europe, notamment en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Donc le monde en fait entier, toute la planète est vraiment impuissante jusqu'à ce jour. En ce qui concerne maintenant le Covid-19, le Covid organique, qui est un remède proposé par le président de Madagascar. D'abord, je voudrais féliciter ce président qui a mobilisé ses scientifiques et qui a développé et produit ce remède tiré de la pharmacopée, en fait, malgache, tiré donc du sol africain. Je note qu'il y a quelques jours, 9 chefs d'État se sont donc réunis virtuellement pour commencer à réfléchir et à voir comment mettre en place une tactique et une réplique contre ce Covid. Et je notais ce matin dans un journal qu'il y a aujourd'hui, à ce jour, au moment où je vous parle, le 5 mai, 37 pays qui soutiennent le remède de Madagascar. Je dis bien 37. Sur les 54, je vois, pays africains, 37 Exactement. Sont déjà favorables et donc sont prêts, effectivement, à utiliser ce remède. Je ne pense pas que ce soit un remède miracle. Je ne pense pas que ce soit un remède qui va peut-être apporter la solution, parce que tout le monde y travaille. Mais je considère que c'est déjà une avancée. Et de mémoire, je pense que c'est la première fois que nous avons un consensus comme cela en Afrique
sur un sujet qui me semble de première importance, la santé. Donc, je ne connais pas exactement quels sont les 37 États, mais qui sont donc derrière et qui ont donné leur accord pour utiliser ce produit. Pour moi, c'est un signe d'espoir et c'est une très bonne chose. Donc, en résumé, je dirais que les organisations internationales qui nous annoncent la catastrophe en Afrique devraient avoir un peu de retenue, je pense, parce que les faits, malheureusement peut-être pour elles, montrent le contraire à ce jour. Et puis, en ce qui concerne le Covid organique, sincèrement, je suis enthousiaste, je suis peut-être un petit peu passionné, parce que c'est peut-être le début de quelque chose, c'est le début peut-être d'une unité africaine à partir d'une politique de la santé. Et c'est une passion que l'on comprend. Il y a à côté de ces efforts, notamment en matière de recherche sur le continent africain, qui sont notés à Madagascar, au Cameroun, au Bénin et ailleurs, eh bien il y a à côté ce que beaucoup ont considéré comme des erreurs d'approche, notamment en ce qui concerne la communication autour de cette pandémie de Covid-19 sur le continent. Alors, Loukil Walid, comment la communication en Tunisie est-elle menée? Est-ce qu'elle est centralisée par le ministère de la Santé ou bien il y a à côté du ministère de la Santé une commission de pilotage qui travaille justement de façon un peu libre? Il faut dire que le gouvernement a pris ses dispositions depuis le début de l'épidémie, soit début mars, et depuis l'instauration du 20 mars du confinement général, le chef de gouvernement a décidé de mettre en place un conseil, c'est-à-dire un conseil de suivi du Covid. Nous, en Tunisie, c'est un conseil qui est pratiquement, qui réunit quotidiennement, chaque jour, et qui est composé du ministre de la Santé, du ministre, je crois, du Commerce, pour faire suivre aussi tout ce qui est approvisionnement de pays, et les ministères concernés comme le ministre des Finances et le ministère de la Défense. Ce conseil-là se réunit chaque jour. Il émet des recommandations et des remarques au chef de gouvernement pour qu'on puisse rectifier le tir. On n'a pas réellement, disons, les données pour qu'on puisse la contrôler. Donc, on est tout obligé de changer quelques donnes pour qu'on puisse la cerner, pour qu'on puisse éviter, disons, de contaminer telle région et autres. L'une des raisons que le chef de gouvernement a pris la décision de suivre lui-même ce conseil-là, qui s'est réuni quotidiennement, bien sûr, chaque jour, et qui émet des recommandations et des remarques pour qu'on puisse éviter le mal et éviter surtout des catastrophes pour le pays. Et qu'en est-il du respect des mesures barrières, ces mesures barrières qui sont un gros problème pour endiguer les contaminations communautaires? Les pays africains font face, après l'étape des cas de contamination importée, eh bien à ces contaminations communautaires qui représentent un véritable défi. Comment en Tunisie la République s'organise? Déjà, au niveau, suite au déconfinement partiel depuis hier, donc on a été autorisé à ouvrir nos locaux, mais on travaille qu'avec 50% du personnel. Et le personnel qui travaille cette semaine n'a pas le droit de travailler la semaine prochaine. Ça, c'est une bonne chose d'ailleurs. Il faut fournir tout ce qui est gel désinfectant, tout ce qui est bavette. On n'a pas le droit de recevoir des gens chez nous dans nos bureaux. Au niveau du transport, la même chose. Sachant que, disons, pour faciliter les autorisations, le ministère des Affaires sociales a mis en place un site qui s'appelle Autorisation européenne. Sur ce site-là, on a le droit d'avoir des autorisations au nom de la société pour qu'on puisse se déplacer. Et pour qu'on puisse aussi prendre les moyens de transport public, c'est-à-dire c'est pour éviter qu'il y ait
à cette autorisation que vous recevez par SMS, vous pouvez prendre le métro. D'ailleurs, même au niveau des bus et des moyens de transport public, ils ont pris leurs précautions aussi. Alors nous allons revenir à Loukil Walid, mais en attendant, nous allons au Sénégal joindre Deifatou Blondin Diop Ndiaye, la coordinatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal Bignou Beg. Vous avez au Sénégal mis en place un comité qui fonctionne en tout cas très bien pour l'instant. Le professeur Moussa Seydi est à la tête de ce comité. Comment appréciez-vous la communication qui est faite autour de la maladie, notamment les mesures barrières, les mesures de prévention, mais également la stratégie de lutte? Est-ce que les autorités ont mis en place, de votre point de vue, une communication suffisante, en tout cas efficace, pour arriver à obtenir de bons résultats? Alors, ici au Sénégal, effectivement, le ministère de la Santé et de l'Action sociale est à la pointe du combat avec le ministre et son cabinet. Et en fait, ce n'est pas le professeur Seydi qui dirige le comité scientifique. Il y a ce qu'on appelle le COUS, qui est un organe de gestion des épidémies qui avait été mis en place à la suite d'Ebola. Donc, quand il y avait eu Ebola, et c'est ce comité qui est en pointe avec le ministère. Et effectivement, le professeur Seydi, il est chef de service infectiologie à l'hôpital Fann. Et donc, il fait partie de ce comité. Et bon, il s'est distingué par le choix de l'utilisation de l'hydroxychloroquine avec le Zitromax, qui est un antibiotique selon les recommandations du professeur Raoul, et il déroule ce protocole. Donc, par contre, du côté de la communication, en fait, le résultat est très, très mitigé. Parce que le ministère a fait évidemment son allocution journalière, où il donne le nombre de cas, le nombre de guéris, les personnes confinées, l'origine des contacts communautaires, comme on les appelle. Et en fait, ce que je déplore, c'est que dans la prise de conscience des citoyens, qu'on n'ait pas effectué un travail de proximité en utilisant les relais communautaires tels que fonctionne la société sénégalaise. Il y a en dehors du côté administratif, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et la distribution des vivres, qui fait aussi beaucoup de problèmes, qui occupe un peu trop l'espace médiatique ici. Il y a un mode de fonctionnement à travers les mosquées, à travers des associations de jeunesse, les étudiants qu'on a ramenés chez eux, qu'on aurait pu utiliser pour qu'ils expliquent auprès des communautés c'est quoi la maladie et être des porte-voix. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a perdu un peu de terrain parce que en dehors des villes, pour beaucoup de personnes, la maladie est assez virtuelle. Ils connaissent pas quelqu'un qui l'a eu, ou ceux qui l'ont eu ont été confinés et puis sont rentrés tranquillement chez eux. Donc, est-ce que c'est dangereux plus tard? Ou en fait, ils ne connaissent pas quelqu'un qui est décédé. On a eu 11 cas de décès, alors qu'il y a 1329 cas à ce jour. Donc, côté communication, c'est ce qu'on peut déplorer. Donc là, par contre, ils ont corsé ces jours-ci avec un vision de commencer le déconfinement le 2 juin. Donc, ils ont corsé les mesures au niveau des accès des marchés, qui était un peu le point faible, puisque les transports s'étaient réglés. C'était bien réglementé, couvre-feu, état d'urgence. Par contre, les marchés continuaient à être bondés. Et là, ils ont mis vraiment un tour de vis côté fréquentation des marchés pour diminuer les cas de dissémination à travers les marchés. Ça a été fait il y a 2 jours.
Est-ce que finalement dans cette lutte contre le Covid-19 au Sénégal et ailleurs, les scientifiques n'auraient pas dû à un certain moment prendre le relais complètement? On le voit au Sénégal avec le professeur Moussa Seydi, qui n'est pas le premier responsable, mais qui est en tant qu'infectiologue aux avant-postes. Est-ce que ça n'aurait pas dû être comme ça un peu partout sur le continent? Laisser les infectiologues, les épidémiologistes, etc. se mettre à l'avant pour mieux expliquer. Ouais. Alors en fait, ils sont là. Hein. Je disais qu'ils étaient dans le comité scientifique. En dehors de professeur Seydi, il y a l'Institut Pasteur qui est en train de développer des tests et qui très rapidement est passé d'une centaine de tests à des milliers de tests par jour qu'ils nous offront. Il y a aussi le professeur Mboup, qui est un des découvreurs d'une des souches du VIH-Sida, qui a son centre IRSSF et qui est de la partie. Donc les comités scientifiques ont toute leur place. Par contre, quand il s'agit de piloter, puisque c'est vraiment un problème multi-axial, il y a l'aspect scientifique, mais aussi il y a l'aspect sanitaire, l'aspect économique et beaucoup d'autres aspects. Et par exemple, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que les institutions sanitaires sont désertées. Donc, on se pose la question, où sont les enfants se font moins vacciner, les cas des urgences cardiaques et tout ça, on en constate beaucoup moins. Et beaucoup de pathologies qui remplissaient les hôpitaux, aujourd'hui, ont déserté les institutions. Donc, c'est un problème qui dépasse de loin le seul problème du Covid. Et je rappelle encore une fois que entre janvier et nous sommes au mois de mai, il y a eu plus de 300 femmes qui sont mortes de couches. Donc, c'est le problème de santé. Le Covid vient intégrer un problème de santé beaucoup plus vaste au Sénégal. C'est pour ça que c'est le ministère de la Santé qui pilote. Bon, ils auraient pu mieux faire, mais ça me semble quand même assez cohérent. Ça, c'est justement cohérent et on le dit d'autant plus que le Sénégal compte, selon les experts et les chiffres, l'un des taux de guérison les meilleurs sur le continent africain, avec bien sûr des efforts qui sont salués sur le continent et bien sûr, et vous l'avez souligné, cette place prépondérante des scientifiques pour arriver à obtenir de très bons résultats. Maintenant, pour le reste du continent, on a eu l'occasion de voir, et ça on va d'abord l'évoquer avec Ola James avant de revenir à vous. On a vu des acteurs politiques sur le terrain avoir quasiment une attitude d'homme en campagne électorale. Bon, ici au Sénégal, on l'a freiné assez tôt. Parce que quand le président Macky Sall a appelé, il a reçu toute la classe politique et la société civile au sens large, en dehors même de ceux qui sont représentés au niveau de l'Assemblée nationale, pour avoir un consensus. Donc il n'y a pas de guéguerre politique autour de cela. Par contre, on a pu observer les responsables politiques, surtout de la mouvance présidentielle, parce qu'ils ont les moyens, faire des distributions. Mais on va dire que je pense qu'il y a eu peut-être un signal pour leur demander de le faire de manière moins ostentatoire. Par contre, nous avons un autre problème au Sénégal, c'est vraiment que dans cette distribution des vivres, le package qui a été choisi avec les denrées, ainsi que dans certains matériels médicaux et paramédicaux, il y a eu vraiment des dysfonctionnements dans les marchés. Il y a eu une très très mauvaise, disons, des entorses au code des marchés publics. Et nous espérons vraiment que, nonobstant la loi d'habilitation qui permet de mettre tout sous le feu vert de lutte contre le Covid, qu'on revienne sur ces choses, parce que il y a vraiment eu des scandales, voire même des personnes qui ont pu
bénéficier de marché, sont vraiment des acteurs, des grands acteurs reconnus pour importer du riz, pour fabriquer du gel ou autres matières, ou masques ou des choses comme ça. On a eu vraiment beaucoup de choses qui sont des scandales, mais qu'on préfère taire pour l'instant. On le souligne, mais on ne met pas trop l'accent là-dessus parce qu'on se dit qu'il faut qu'on sorte de cette histoire et que c'est l'union qui fera la force et qui fait que, on les met un peu en sourdine en attendant qu'on sorte du pic et que la courbe en cloche commence à descendre et qu'on commence à parler de déconfinement, enfin il n'y a pas de déconfinement, en tout cas de réouverture des commerces et de marche normale de la société pour revenir sur ces sujets-là. Ola James, on a vu aussi dans les pays d'Afrique centrale ce qui a été soulevé pour le cas du Sénégal avec la distribution de vivres qui a parfois tourné au pugilat. Là aussi, on a une forme un manque de responsabilité des pouvoirs publics qui auraient pu réorganiser les choses de telle sorte que la distribution de ces kits se fasse dans des conditions différentes, avec moins de risques de contamination. Oui, tout à fait. Effectivement, on a vu quelques images assez désolantes de personnes qui, vous savez, elles avaient probablement l'impression qu'elles n'allaient rien recevoir. Donc, elles se sont précipitées et puis il y a eu un petit peu de cafouillage. Ça aussi, c'est le manque de préparation et effectivement le problème d'organisation. Vous savez, ce Covid-19 nous a pris tous un petit peu de court. Et c'est évident que je n'ai pas encore souvenir qu'il y ait eu au Gabon, par exemple, de distribution de denrées de façon massive comme ça aux populations, en dehors effectivement de quelques images de campagne électorale. Mais vraiment, dans un contexte comme celui-là, il était évident que nous aurions ce genre de cafouillage. Mais ça pose peut-être une question encore beaucoup plus importante, et c'est moi qui la pose, et je vais être un peu provocateur. Avait-on besoin de confiner les populations? Est-ce que nous avions besoin absolument de confiner les populations? Parce que c'est le confinement des populations qui a entraîné la distribution des vivres. Des kits alimentaires. Il y a des pays qui n'ont pas confiné. Un pays comme le Bénin n'a pas confiné sa population. Les Béninois ont continué à travailler, à vaquer à leurs occupations, en respectant bien sûr les gestes barrières, en portant le masque, mais ils n'ont pas été confinés. Parce que qui dit confinement dit distribution de vivres pour les populations. Donc on doit peut-être aussi un petit peu à cette étape, parce que ce virus circule encore, ne faisons pas d'illusions. À cette étape, nous devons réfléchir nous-mêmes en tant qu'Africains, dans le contexte qui est le nôtre, en face des réalités qui sont les nôtres. Alors maintenant, vous ne m'avez peut-être pas posé directement la question, mais je vais quand même rebondir là-dessus, sur l'aspect un petit peu de campagne. Vous disiez tout à l'heure qu'on avait l'impression que c'était... que les acteurs politiques étaient en campagne, oui. Oui, mais la réalité, vous savez, la réalité, c'est que tout est politique. Quel que soit le pays dans lequel on se trouve, j'ai vu au début de cette pandémie certains chefs d'État en Occident pas faire campagne, mais plus ou moins quand même être très présents sur le terrain. Et leurs adversaires politiques disaient qu'ils étaient probablement en train de faire campagne. On voit aussi dans une grande démocratie comme les États-Unis où le président Trump est vraiment en première ligne. Hein. Il tient des conférences de presse. On voit les gouverneurs également dans ce temps-là qui tiennent des conférences de presse. Donc, vous savez, un homme politique pense toujours un petit peu à la prochaine élection. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut, disons, pointer du doigt hein, sur notre administration, sur nos politiques africains.
toutes les politiques, la gestion d'une pandémie comme celle-là, elle est forcément faite par les pouvoirs publics, elle est forcément faite par les hommes politiques. Et il y a toujours, naturellement, je dirais, pour eux, toujours une arrière-pensée politique. On pense à la prochaine élection. Hein, donc, on fait un peu de politique, même malheureusement, si je puis dire, dans ce genre de circonstances. Mais c'est quelque chose qui est, à mon avis, tout à fait naturel pour les hommes politiques. Donc, quels que soient, à mon avis, les pays, quels que soient les continents, les actions, les hommes politiques, même dans le cadre du Covid-19, ont toujours un arrière-goût quand même de la prochaine campagne. Hein. Elles ne sont pas désintéressées. Ces actions ne sont pas désintéressées. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, juste pour compléter ce sujet, comment voyez-vous la phase de déconfinement? Nous avons à l'heure actuelle déjà de grosses difficultés économiques en raison de la mise à l'arrêt de la plupart des activités dans nombre de pays. Il faut envisager le déconfinement et l'après-Covid-19 qui pourrait être chaotique sur le plan économique. Oh oui. Oui, effectivement. La situation économique est déjà très compliquée. Dans des pays, par exemple, qui sont ceux de l'Afrique centrale, qui dépendent du pétrole pour le financement de leur budget, on sait qu'aujourd'hui, les prix du baril a dégringolé. Donc, c'est clair que dans le contexte de l'Afrique du centre, par exemple, le déconfinement va être très, très, très difficile. Maintenant, écoutez, comment je vois ça? Je pense qu'il faudra tout simplement, c'est l'occasion, vous savez, moi je prends le Covid-19 paradoxalement comme une superbe opportunité pour l'Afrique et aussi donc pour notre pays africain. Tout à l'heure, Madame Ley disait que la manière dont certains marchés ont été conclus entre guillemets, au Sénégal, ce sont peut-être des choses qu'il faudra voir après. Donc moi, je vois le déconfinement comme aussi une opportunité, une occasion pour nos pays d'améliorer notre gouvernance, de pouvoir effectivement gérer peut-être beaucoup plus efficacement nos ressources financières qui vont être de plus en plus, disons, réduites, hein, du fait de la crise dans laquelle nous allons tous plonger. Donc moi, je vois plutôt sous cet angle-là la nécessité pour nos dirigeants de pouvoir être beaucoup plus rigoureux, de pouvoir être beaucoup plus exemplaires dans la gestion des finances publiques, exemplaires dans leur propre conduite, dans leur propre comportement. C'est extrêmement important. C'est plutôt à ce niveau-là que je vois les conséquences que je peux appeler positives du déconfinement, où nous allons effectivement tirer des leçons un petit peu, des ratés, peut-être tirer des leçons. Parce que je suis convaincu d'une chose, vous savez, M. Aziz, c'est que l'après-Covid-19 ne sera pas l'avant-Covid-19. Il y aura des choses qui vont changer. Il y aura des choses qui vont changer dans nos relations avec le Nord, c'est sûr. Il y a des déclics psychologiques qui se sont mis en place parce que nous avons vu pour la première fois l'Occident un petit peu le genou au sol face à un mal qu'elle ne peut pas juguler elle-même, alors que jusqu'à maintenant, il y a 500 ans, jusqu'à aujourd'hui, l'Occident a toujours été un petit peu omnipotent et omniscient. Et donc là, on est revenus un peu tous au même niveau, on est tous confrontés au même problème et nous n'avons pas encore trouvé la solution. Donc au plan psychologique, au plan de nos rapports avec l'Occident, je pense que le Covid-19 post va, à mon avis, amener une nouvelle nature de relation avec le Nord. Ça, c'est évident. Et puis, du point de vue également de la gestion de nos finances, la gestion de nos pays, la bonne gouvernance, je suis convaincu que ce Covid-19, doublé à la crise économique, devra inéluctablement amener à des véritables réformes, non seulement sur le papier, mais surtout dans les têtes et dans la manière de gérer la chose publique. Il va falloir des réformes. La pandémie de Covid-19 est une opportunité pour l'Afrique. On retient cette opinion de James Ola. Ndeye Fatou Blondin Diop Ndiaye, le continent africain
va-t-il pouvoir se remettre en marche? Les économies du continent vont-elles pouvoir se remettre en marche assez rapidement, vous pensez, après cette phase de confinement et ce processus de déconfinement amorcé dans plusieurs pays? Ouais, ce sera très très difficile. Si je prends l'exemple du Sénégal, en fait, le pays s'est beaucoup endetté pour des dépenses qu'on appelle de prestige, des infrastructures, des stades qui sont peut-être nécessaires parce qu'on a un déficit d'infrastructures, mais nous avons trop dépensé dans ces infrastructures et la somme de la dette est très élevée. Je rappelle que dans ce débat, ce n'est qu'un moratoire qui a été donné, c'est-à-dire que on a filé la patate chaude à d'autres générations, tout simplement. Donc, dire que cette politique où on met de côté les services sociaux que sont l'enseignement, l'éducation, l'alimentation de base, qui sont les bases même de la souveraineté d'un pays, au détriment des infrastructures, parce que il y a énormément d'investisseurs qui tapent à votre porte parce que on a fait miroiter, donc c'est effectif, hein, des gisements de gaz au large des côtes, des gisements de pétrole. Et aujourd'hui, il y a une totale incertitude sur quand est-ce qu'on aura les premiers barils et quand est-ce qu'on aura des retours sur investissement par rapport à toutes ces infrastructures et seront-elles seulement terminées. Donc aujourd'hui, ça montre quand même que c'est une vision de gouverner qu'il va falloir fondamentalement changer dans nos pays et mettre en avant tout ce qui va vers nous, qui va vers les citoyens, ne serait-ce que pour pouvoir compter sur nos propres forces pour nous nourrir en cas de problème, pour nous soigner en formant bien des médecins, pour toutes sortes de choses. Compter d'abord sur nos propres forces au lieu d'avoir une économie complètement extravertie avec pratiquement 70% qui sont détenus par des sociétés étrangères. L'autre aspect, c'est, comme disait M. Ola, c'est vraiment, pour moi, c'est une opportunité pour l'Afrique, cette pandémie. Elle vient d'abord à la suite d'une espèce de désordre qui était déjà en train de se mettre en place à travers le monde et ce désordre qui a généré des problèmes climatiques, des gouvernements, disons, qui prônent le repli sur soi-même, le repli identitaire, le rejet de l'autre. Eh ben, aujourd'hui, cette façon d'écraser les plus faibles remet un peu remise en question, puisqu'on a vu Cuba apporter de l'aide, de l'assistance à l'Italie et des exemples de ce genre. Donc les cartes sont un peu rebattues. Donc si on a une bonne intégration économique au niveau sous-régional et au niveau continental, et des penseurs, et on a quand même créé des cercles de pensée avec M. Thiam, de banquiers et d'autres financiers, qui sont en place pour penser les finances de l'Afrique. Il y a tout un tas de mécanismes qui sont là, il y a des réunions qui sont faites. On espère qu'il en sortira un renouveau africain et non pas la course vers ce qui était avant et qu'on essaie de le remettre en place. Moi, c'est le message que je lance, que les chefs d'État prennent le courage de couper ce cordon et de revoir leur structure économique et de revoir leur modèle économique et de proposer des politiques au service des citoyens dans tous les cas. C'est un peu le message que je peux lancer. C'est un optimisme que nous partageons, surtout que nous célébrons aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la journée internationale ou mondiale de la sage-femme. Les sages-femmes qui ont eu l'occasion de faire accoucher des femmes infectées du Covid-19 dans d'excellentes conditions et plusieurs cas ont été rapportés dans de nombreux pays africains. Leur travail est à saluer comme celui
de l'ensemble du corps médical. Nous sommes quasiment arrivés au terme de ce rendez-vous, de cette émission, la tribune du mardi, avec pour thème gestion du Covid-19 en Afrique, bilan d'étape, un bilan d'étape que nous avons dressé en compagnie de James Ola. On rappelle qu'il est diplômé de droit de la production et de distribution de l'Université Paris Panthéon 1 Sorbonne, ancien cadre à Shell et dirigeant associé d'un cabinet de ressources humaines. Il a signé une tribune libre sur un site d'information gabonais. Il y a eu également Loukil Walid, directeur général adjoint du groupe Loukil en Tunisie. Nous allons donner l'occasion à James Ola de conclure avant le mot de la fin de Ndeye Fatou Blondin Diop Ndiaye, qui est coordinatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal Bignou Bug. Oui, je vous remercie. Ce que je voudrais en fait dire pour conclure, c'est que nous sommes là face à une situation inédite. Nous sommes là aussi pour la première fois. Nous sommes en fait invités là. Alors oui. Nous vous entendons, James Ola. Alors Ah oui, d'accord, très bien. Oui, nous vous entendons. Oui, j'ai vu quelques... D'accord, très bien. Donc, je disais que nous sommes là face à une situation plutôt inédite, et une situation de pandémie vraiment planétaire, une situation qui prend tous les continents et effectivement tous les habitants de la planète vraiment dans une situation qui est vraiment plutôt difficile. Et je note que c'est la première fois face à une situation mondiale comme celle-là. Nous avons eu le sida, et le sida, on disait que le sida venait d'Afrique, une certaine communication disait ça. Et l'Afrique a très peu contribué en tant que telle, je veux dire, dans la solution justement scientifique contre le sida. Nous étions surtout pointés du doigt comme étant l'épicentre de là où le sida a commencé, dans un pays de l'Afrique centrale. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, pour la première fois, face à une pandémie, l'Afrique s'invite à la table scientifique. Avec son histoire, avec sa tradition, avec sa culture, avec sa pharmacopée, avec ses remèdes traditionnels. C'est la première fois de mémoire d'homme, de mémoire d'Africain, en tout cas moderne, que nous voyons l'Afrique venir à la table scientifique faire ses propositions. Et je pense que nous avons le devoir, en tant qu'Africains, c'est mon point de vue, de soutenir, je dirais, systématiquement cette initiative. Et je suis donc content de voir qu'aujourd'hui, au 5 mai, il y a 37 pays africains, donc 37 dirigeants africains qui sont derrière l'initiative malgache. Et je pense que c'est la première attitude que nous devons avoir, une attitude de soutien, une attitude résolument de soutien à Madagascar, à son président et à son peuple. Et c'est ce que je demande aux Africains de faire. Et l'acte qui est posé par les dirigeants africains aujourd'hui, celui 34, je pense qu'ils nous sont arrivés, est un acte courageux. C'est un acte courageux parce que ne nous faisons pas l'illusion. Vous savez, nous allons certainement avoir une autre guerre. Il y a la guerre contre le Covid, et puis il y aura certainement une guerre contre les intérêts financiers derrière. Donc, nous devons donc, quelles que soient les opinions politiques que nous pouvons avoir, nous devons avoir également un réflexe de soutien systématique à nos chefs d'État pour l'acte courageux qu'ils ont posé de soutenir cette initiative et ce remède africain. Et parce que nos adversaires, ne nous le cachons pas, quand ils voudront s'en prendre à nos chefs d'État ou à leur faire du chantage, si nos chefs d'État ont les peuples derrière eux, ils seront en position beaucoup plus facile de dire non aux propositions qui pourraient leur être faites dans le futur. Donc l'appel que je lance ici aux Africains, c'est que quelle que soit l'opinion qu'ils ont, quelle que soit l'opinion politique qu'ils ont, nous sommes là face, à mon avis, à un acte historique majeur de l'Afrique, où pour la première fois, 37 chefs d'État africains sont en train de soutenir l'initiative dans leur père, tout en sachant, comme vous le disiez au début de l'émission, que le produit ou le remède de Madagascar
n'a pas forcément obtenu jusqu'à ce jour l'approbation de l'Organisation mondiale de la santé. Alors voir des chefs d'État qui, malgré ce handicap, si je puis dire, soutiennent cette initiative et commencent à consommer ce produit, sincèrement, tout Africain, je dis bien tout Africain, qui pense à l'unité de l'Afrique, doit se mettre résolument derrière ces chefs d'État, les soutenir, parce qu'ils vont avoir également à affronter d'autres adversaires. Il y aura une seconde guerre qui va s'ouvrir, la guerre financière, la guerre des grands lobbies pharmaceutiques, nous ne le cacherons pas. Donc, soutien à nos chefs d'État. Soutien à nos chefs d'État, Neifatou Blondin Diop Ndiaye. Il faut soutenir les chefs d'État de manière à porter cette forme d'unité à travers notamment la recherche scientifique. Ouais, enfin moi je suis beaucoup moins optimiste que monsieur Ola. Vous êtes sceptique? Quant à voilà. En fait, moi je crois au peuple africain. Moi je crois au peuple. Je crois pas. Pas aux dirigeants. Je crois pas. Je pense que c'est un syndicat de comment je reste au pouvoir. Je crois pas à part quelques rares. Je pense que là où il faut vraiment faire, c'est une partie de ce qu'il dit, c'est-à-dire que arriver à ce que les peuples entendent. Voilà, il faudrait que même si le gouvernement tunisien ne parle pas du Covid, que les Tunisiens, à travers les réseaux de mouvements citoyens, à travers d'autres canaux, sachent ce qui se passe dans le continent. Parce que tout n'est pas à la tête, et on voit bien que l'Europe est là pour nous le prouver. C'est l'union des citoyens qui est pérenne, donc quand on y arrive. Les chefs d'État, ça dépend, on voit bien avec l'exemple des États-Unis, un Trump pour venir défaire tout ce que quelqu'un d'autre a fait. Donc, c'est bien, mais encore une fois, c'est l'union des peuples qui moi, c'est plutôt là que j'axe le combat. Et là où je suis regardée, moi je suis ingénieur, donc de métier, je suis quand même assez cartésienne. Et ça ne veut pas dire que c'est les Occidentaux qui ont raison. La science est universelle. Si nous voulons avoir notre place, nous aussi, nous devons défendre les protocoles avec la même rigueur et gagner nos lettres de noblesse. C'est comme ça. C'est-à-dire que je ne veux pas de voie parallèle qui ne soit uniquement propre et qui ne soit jamais reconnue et qui serait du coup très, très fragile. Donc, j'aurais préféré vraiment que ce combat, j'appelle de tout mon cœur que ça marche. Je voudrais que ça marche et ce serait une belle victoire. Mais encore une fois, moi, ça me dérange qu'au lieu que les inventeurs... Au lieu que ce soit les inventeurs qui nous convainquent de la composition et de l'âge et du bienfait, de se dire c'est un président qui va vendre des produits, qui va le présenter. C'est bien, il accompagne, c'est bien. Et on sait bien que ce qui manque souvent pour que les choses avancent, c'est la volonté politique. Et c'est bien. Mais moi, je préfère savoir ce qu'il y a dedans. Je veux savoir ce qu'il y a dedans et que ce soit reconnu que c'est ça qu'il y a dedans. Et que, parce que si j'ai des complications, et qu'est-ce que je fais? Je retourne appeler l'équipe qui l'a créé, qu'est-ce que je fais? Que tout médicament, même les autres, il y a des effets secondaires, il y a plutôt des contre-indications. Je veux savoir tout ça. Et donc, dans cette affaire, moi, je suis quand même sur le fait que, bien que je sois fière que l'artémisia, qui est une plante même venue de Chine, pousse très bien chez nous, et qu'une solution émerge de là, mais je veux que ce soit bien fait et clairement et bien indiqué pour les personnes à qui on administre un médicament. Ça, j'y tiens par rapport à tout ce qu'on vient de dire. En tout cas, les scientifiques, les scientifiques malgaches, ils travaillent. Hein, il y a des. Mon ami Ola. Oui. Les scientifiques malgaches, ils travaillent. En tout cas, merci pour
votre participation à ce débat. On espère qu'il aura plu aux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. On rappelle que nous étions aussi en compagnie de Loukil Ouali, directeur général adjoint du groupe Loukil en Tunisie, qui, en raison d'un agenda chargé, n'a pas pu continuer jusqu'à la fin de l'émission. On aurait souhaité avoir également en ligne d'Abidjan Honora Deyedagne, journaliste indépendant, mais là aussi la liaison téléphonique n'a pas été bonne. Nous espérons l'avoir pour un autre rendez-vous. On rappelle qu'il y a officiellement à ce jour, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine, plus de 44 000 cas de Covid-19 en Afrique et plus de 1800 morts. Il y a aussi plusieurs milliers de personnes guéries. C'est à souligner, c'est l'excellente nouvelle. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria, qui est le pays le plus touché, a commencé à déconfiner. On espère que cette tendance va se généraliser sur le continent. Il y a le Ghana qui a déconfiné et d'autres pays, notamment Madagascar. Merci de votre attention à vous, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale. On rappelle que le thème de ce numéro de la tribune du mardi, gestion du Covid-19 en Afrique, bilan d'étape. Merci encore de ne jamais désespérer de l'Afrique. Très bonne suite de programmes sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale.